Ok très chers gens, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne, ce sera tout simplement le bilan lecture des derniers mangas que j'ai pu acheter et découvrir aussi, une bonne partie. Il y a quelques-uns de derniers achats manga, aussi de la Made in Asia et autres. Il n'y en a pas tous, parce qu'il y a des lectures que j'ai faites, il n'y a pas eu besoin d'approfondir un peu plus le sujet là-dessus, donc cela je les laisserai de côté et je vais vous chercher les livres tout de suite. Voilà, ils sont tout simplement ici, vous les aurez reconnus, ils ont déjà été présentés en termes d'achat. On va commencer comme d'habitude comme la chaîne le veut, on va commencer petit, pour des choses que j'ai pas grand chose à dire forcément, et on va terminer avec des œuvres où j'ai un peu plus de débat là-dessus. Et c'est aussi pour ça que cette vidéo est présente sur la chaîne, tout justement parce qu'au fil de ces lectures-ci, ça m'a fait un peu tilt et je voulais partager un peu ça. Bien sûr, ce que vous pouvez constater dans cette vidéo, c'est que c'est tout simplement mon avis personnel engendré sur des années de lecture de manga. Vous allez peut-être pas voir ça comme ça pour vous. J'ai mon style de lecture, il y a des choses que j'aime vraiment bien. En fait, moi, quand ça va me provoquer un vrai sentiment, je vais adorer, que ce soit n'importe quel style, je vais adorer. Et si ça ne me provoque pas ça, et qu'au final, il y a certains points qui vont un peu détériorer mon avis sur l'œuvre, c'est pas quelque chose que je veux forcément mettre en piédestal. Vous pouvez le comprendre, chacun a son avis, chacun a ses thèmes préférés. On commence tout simplement avec Kagurabashi, donc là, c'était le tome 7 collector que j'ai pu prendre à la Made in Asia. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Ceci, c'est une vraie pépite, hein, j'adore. C'est plein d'actions, plein de styles, il faut vraiment vous diriger là-dessus. Donc dans ce tome-ci, on va suivre Chihiro à nouveau, qui est à la recherche des manieurs de sabre ensorcelés. Donc là, il en connaissait déjà un dans le tome précédent. Il connaissait un peu les deux. Il y a un grand retournement de situation un peu dans ce tome-là. C'est vraiment stylé. Un pote à moi, il m'avait dit « Ouais, tu vois ce personnage-là, fais bien attention. » Je fais « Hop, hop, me spoil pas parce que je connais pas encore. » Apparemment, c'est pas encore ce qui se passe dans ce tome-là qui va être vraiment stylé. Mais bon, moi, en tout cas, un des points forts de ce tome, c'est vraiment, c'est peut-être bête à dire, c'est peut-être peu de le dire, mais il y a une planche, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est tout simplement cette planche-ci, je la trouve vraiment stylée, très très classe. Bon, vous aurez peut-être limite un peu de spoil dans cette vidéo, tout simplement parce que je vais parler du contenu des mangas que je vais vous présenter. Ce qu'il y a, c'est que quand il y aura des gros spoils ou autres, je vous mettrai un petit timer, vous irez sauter à la partie où vous pourrez revenir dans la vidéo, pas afficher et autres, donc ne vous inquiétez pas. Mais là, en tout cas, un point fort de cette œuvre, c'est tout simplement parce que je trouve vraiment très classe, très sobre. Ils arrivent à maîtriser un petit peu ce côté-là qui fait bien effet dans mes goûts à moi. Donc en fait, il y a de l'action. Même Chihiro, ok, il a peut-être un air un peu passible sur sa tête, mais je trouve que ça va parfaitement avec le côté un peu mafieux, sans froid. Et il ne faut pas avoir forcément d'émotion pour devoir tuer des gens. Donc je trouve que ça colle parfaitement avec le personnage. Et là, les activités qu'il y a, les combats sont incroyables. Je ne vous montre pas forcément tout le contenu qu'il y aura dans le tome 7, mais notamment un point que je ne vais pas vous montrer forcément parce que c'est un combat entre des nouvelles personnes. Mais le point faible de Chihiro, c'était tout simplement qu'il ne connaissait pas les bases, les fondamentaux du maniement du sabre. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'en fait, il a regardé toute sa vie les gens faire. Donc d'abord, il a regardé son père forger un petit peu. Donc il a forgé un petit peu. Et il a regardé un peu les gens se battre au sabre, donc c'est pour ça qu'il connaît un petit peu le sabre. Mais il n'a pas toutes les bases. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, on apprend dans ce tome qu'il va devoir vraiment glow up. Et il a conscience de ça et il va partir sur ce terrain-là. Donc vraiment essayer d'apprendre les bases qui va faire de lui un meilleur sabreur pour essayer de devenir beaucoup plus fort en fait. Premier petit spoil, je vais vous montrer justement une page qui fait que c'était incroyable. En fait, quand vous voyez cette page, moi, quand j'ai vu cette page, j'ai eu vraiment un frisson à ce niveau-là parce que je me suis dit, oh, en plus, je reconnais un petit peu quand tu vois un petit peu le monde des mangas ou le monde un peu du sabre au cinéma. Je reconnais un peu le geste et directement quand il commençait à faire ce geste-là, hop, celui-là, je me suis dit, oh merde, c'est un yai. C'est un yai, donc la technique où il faut dégainer rapidement. Et celui-là, ça, c'est incroyable. Cette planche-là, j'ai trouvé incroyable quand j'ai vu ça. J'ai fait non, c'est vraiment stylé. Donc voilà un petit peu pour les spoils. Faut savoir que ça, à chaque fois que je regarde un tome, ça me donne encore plus envie de lire la suite. Et à la fin de ce tome-ci, on apprend que dans le tome suivant ou dans les tomes qui vont suivre, on va en apprendre plus de ce qui s'est passé sur la Grande Guerre et sur le fait du père de Chihiro qui a forgé les sabres. On va en apprendre un peu plus là-dessus. Donc l'histoire qui est derrière, comme quoi ils ne se considèrent pas comme des héros et autres. Et pourquoi ça a cette tournure d'histoire là maintenant. Donc ça, c'était pour Kagurabashi, une œuvre que j'aime énormément. Si vous voulez de l'action, n'hésitez pas à rentrer dedans. Ça, je le mets là pour l'instant. Et on va continuer avec Reaper. Ça, je le mets là, ici, ça c'est pour plus tard. Donc Reaper de chez Ankama, vous le savez, c'est une maison d'édition que je commence vraiment, mais vraiment à apprécier. Je la place maintenant en limite top 1.
parce que j'aime beaucoup ses œuvres, j'aime beaucoup Radiant. Radiant, c'est vraiment un coup de cœur de l'année 2024, comme je le dis souvent. Vous avez de l'humour qui est vraiment bien utilisé, vous avez de l'action, vous avez de l'aventure et tout, donc j'aime vraiment beaucoup. J'avais parlé du tome 2 dans une autre vidéo. J'avais parlé que ce tome 2 rentrait vraiment bien dans l'histoire, donc si vous lisez les 2 premiers tomes, je pense qu'au tome 2, vous allez accrocher. Et les tomes qui vont suivre, j'ai fait les 4, du 2 à 5, j'ai fait les 4 à la suite. Et, vraiment, très très classe, tout simplement avec l'introduction d'un antagoniste, ou ce qui serait supposé être un antagoniste. On ne spoil pas plus que ça, de toute façon, c'est pas encore affiché dans ces tomes-ci présents. Mais c'est tout simplement l'arrivée de Black Sphinx, je vous montre ça. Donc Black Sphinx, qui est tout simplement ce personnage-ci, on s'en doute que l'escadron du chêne a un passif avec lui. Je vous spoil pas non plus, comme je vous dis, mais déjà très charismatique la personne. C'est un peu comme dans le même style que Kagurabashi, donc très classe, très sobre. J'aime beaucoup ce personnage. On apprend aussi d'autres choses dans ce tome-là. On apprend aussi des corrélations suspectes entre Junk et aussi les Wendigo. Donc au final, vous voyez aussi Junk, il a des cicatrices dorées, un peu comme les Wendigo. Ça fait déjà beaucoup de suspects. Donc dans le tome 1, ils se sont dit, mais en fait, ça, t'as des marques, c'est un Wendigo, en fait. C'est un Wendigo qui a pris une forme bizarre. Ils l'ont quand même inclus dans le quartier général des Reapers. Vous voyez un petit peu la hiérarchie dans ce quartier général des Reapers. Vous voyez ce que chaque faction font. Vous voyez aussi que les squadrons du chêne sont un petit peu mis à l'écart de la société. Donc voici un petit peu pour le contenu de ces mangas-ci. Pour la partie combat, donc vraiment cool. Ici, on va tourner autour un petit peu de Black Sphinx. Comme je l'ai dit, c'est un antagoniste, mais pas que, parce qu'il y aura des créatures qui seront autour de lui. Et les combats comme ceci, là, il y a eu beaucoup de tension, beaucoup d'action là-dessus. Ça m'a fait un peu penser, bon, vous verrez peut-être pas l'accord entre ces trucs-là, ça m'a fait beaucoup penser dans Naruto, quand ils étaient dans l'arc, la poursuite de Sasuke. Vous voyez, quand chaque genin devait se laisser, on va dire, de côté pour freiner un ennemi qui a une tête d'auto, et que chaque combat était vraiment incroyable, genre vraiment booster à l'adrénaline, chaque personne était à la limite de la mort, c'était incroyable, vraiment, c'était l'un des meilleurs arcs quand j'étais gosse des mangas. Et là, quand je vous ai dit une petite comparaison à ce genre d'arc, c'est tout simplement que les combats vont commencer à s'intensifier, ils vont être un petit peu séparés, les squadrons du chêne, ils vont devoir faire des équipes, des duos, ils vont être un peu séparés, chacun va devoir prendre un peu son adversaire, et ça va être très très compliqué pour eux, ça sera vraiment très dangereux, même pour le groupe, et vous sentez l'odeur de la mort pour peut-être l'un des gens de l'escadron du chêne. Je vous dis pas plus. Je vous dis pas est-ce que oui ou non. Regardez le manga, il est vraiment intéressant. Mais voilà, en tout cas, c'est un concentré d'action, d'aventure. Je trouve vraiment ça léger et pas dans le mauvais sens. C'est vraiment très agréable à lire et à suivre, bien sûr. Donc voilà, Reaper de chez Ankama. Vraiment, suivez cette histoire, elle est très très bien. Ah là là, on parle, mais est-ce que tu es abonné à la chaîne? Hein? C'est ça la vraie question de ce bilan lecture. Est-ce que tu es abonné à la chaîne? Si ce n'est pas le cas, je te laisse le temps de ma petite gorgée pour t'abonner et on continuera la suite. On enchaîne. Bon, pour la suite, je sais pas trop quoi commencer. Je pense que je vais faire... Je vais commencer avec Aoashi et après je terminerai avec Elfenlied. Hein. Je pense que c'est le plus judicieux. Ça, c'est comme ça. Et en fait, bon, Elfenlied, je pourrais vous en dire... Je pourrais donner mon avis définitif, tout simplement parce que là, la série, elle est complète, c'est l'intégrale directement. Ici, Aoashi, vous voyez que j'ai les 7 premiers tomes. J'avais le tome 1, 2, j'avais pas le tome 3, après j'avais le tome 4 au 7. Ce que j'ai fait, c'est qu'à la Méninasia, j'ai pris le tome 3. Et là, j'ai pu me faire un avis, on va dire que sur 7 tomes, clairement que vous faites un avis. Hein. C'est pas un tome de passage, on peut comprendre que vous avez le premier arc, l'arc d'introduction, plus le premier arc qui peut être rentré dans 7 tomes. Donc vous avez le temps de vous faire un avis. Et personnellement, s'il me faut vraiment plus de 7 tomes pour avoir un premier avis, c'est que le manga est assez lent et c'est qu'il ne me correspond peut-être pas. Ici, comme je vous ai dit, on va suivre l'histoire d'Ashito. Donc ici, le personnage principal, c'est un jeune d'un petit village qui, lui, est vraiment passionné de foot. Donc il adore ça, c'est un attaquant. Donc lui, il se désigne un petit peu comme le meilleur buteur de sa génération et autres. Et en fait, il demande à toute son équipe, ouais, donnez-moi la balle. Ça, c'est un sujet qu'on va revenir là-dessus tout de suite. Donc en fait, premier point que je voudrais discuter là-dessus, en fait, un petit peu pour
Awashi. Donc c'est un peu aussi celui-là et aussi Elfenlied qui m'ont donné envie de parler un peu de ces bilans lecture-ci. Bon, j'ai relié un petit peu, histoire de me remettre un peu les idées claires. En fait, ce qui se passe, c'est que le premier point négatif de cette œuvre-là, c'est tout simplement au début du manga. Donc directement dans les premières pages, on voit un match amical entre deux équipes du village, et il y a Ashito, le personnage principal de cette histoire-là, qui est en train de jouer. Le fait est qu'il est en train de jouer, mais il est un peu... C'est un attaquant. C'est un attaquant, c'est un buteur. Donc lui, en fait, il joue très perso. Il demande à toute son équipe de lui envoyer la balle pour que lui aille marquer. Et il dit, ouais, moi je suis le meilleur buteur. Et ça, c'est son ego à lui. Il a le droit de se dire qu'il est meilleur buteur, une nouvelle incarnation de meilleur buteur ou je sais pas quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le point où ça a un peu péché avec moi, c'est à la fin du match, quand il y a eu un entraîneur, un sélectionneur de club qui l'a observé pendant ce match-ci. D'ailleurs, cet entraîneur qui était là pour rendre visite à la tombe de quelqu'un qu'il connaissait. Il l'a vu, il lui a parlé, il a dit ouais, toi t'es comme ça et tout, alors que lui, Ashito, ce qu'il s'est dit, c'est qu'en fait, ouais, mais si je suis comme ça, c'est parce qu'en fait, j'aime mon équipe. En fait, il y a eu toute une explication là-dessus. Et pour moi, ça m'a perdu plus qu'autre chose. Et je trouve ça un peu un point qui pêche, tout simplement parce qu'en fait, au début de l'histoire, vous êtes carrément au début de l'histoire. Au début de l'histoire, vous commencez une histoire et là, l'œuvre, elle vous perd. Et si elle vous perd, vous recommencez après cette explication-là pour commencer l'histoire un peu de plus rien en fait. C'est comme si vous enchaînez une histoire alors que vous ne connaissez pas le début. Enfin, moi, ça m'a perdu un petit peu. Je trouve ça, c'est un point faible là-dessus. Le fait est qu'il y a eu un petit moment d'explication qui a été un peu mal géré, je trouve. Et voilà. Mon point faible, c'est que j'ai été complètement perdu dès le début de l'histoire. Bref, ça, c'est un truc. La suite est tout simplement que cet entraîneur va voir la valeur un petit peu d'Ashito et il va lui donner un peu un golden ticket, un peu comme dans la Charlie Chocolaterie. Il a dit, écoute, tiens, une invitation pour des sélections, t'as du talent, je veux te voir là-bas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment qui va se passer. Ashito va aller pendant cette exhibition, cet entretien, cette sélection, on va dire. Je vous passe l'effet de la sélection. Il va aller dans le club et de là, il y aura un autre point qui va pêcher malheureusement aussi pour moi. C'est tout simplement les personnages secondaires. Les personnages secondaires, le fait est qu'il n'y a pas grand impact là-dessus. Donc je me rappelle juste d'un seul personnage, c'est Otome. Putain, encore une fois, ça fait 2 fois dans une vidéo que j'essaie de dire leur nom. Otome. Ouais, Otome, normalement, si je ne me trompe pas. Et lui, ce serait techniquement son second, on va dire, un personnage secondaire qui est assez proche de lui. Et le fait est que quand il va aller dans ce centre ce club formateur, il y aura d'autres personnages secondaires qui vont être introduits. Et le truc est que, ok, ils sont là, on va les reconnaître un petit peu, mais ils n'ont pas d'impact. Ils ne sont pas aussi impactants. Je dirais même qu'Ashito, ça va, il est encore bon comme personnage principal, mais en comparaison, les autres sont complètement effacés et c'est tourné que autour de lui, je trouve. C'est ça qui est un peu dommage. Les autres personnages secondaires n'ont pas de charisme. Plus ça. Mais il y a des points, enfin en tout cas un bon point, je trouve, qui est vraiment bien fait et je trouve ça vraiment stylé. C'est aussi dans son fait qu'il soit très réaliste. Donc en fait, vous avez, ils vont décrire plein de choses. Ils vont pas dire, on va dire en comparaison avec Blue Lock, ou qui vont pas être aussi bien poussés à expliquer. Vous avez tout simplement la diète des joueurs. Vous avez leurs séances d'entraînement, vous avez leurs repos qui sont très importants. Il y a plein de choses. Vous avez l'évolution des joueurs en club qui est aussi très importante, surtout qu'ils sont jeunes. Donc en fait, ils vont devoir encore aller à l'école, techniquement. Sinon, il y a des centres de formation qui font même eux école directement pour leurs joueurs. Mais en fait, ils vont essayer de développer un peu tout ça. Ils vont vous montrer un petit peu ce côté-là qu'on ne montre pas forcément dans d'autres mangas. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir développé ce côté-là. Mais malheureusement pour moi, je pense que c'est pas ça qui va sauver l'œuvre. Et je sais pas ce que je vais faire avec Awashi si je continue. Ou si je vais tout simplement abandonner. Sachant qu'il y a plus de 30 tomes. Je sais plus à combien ils sont. Ils sont à plus de 30 tomes. Et je me dis, acheter plus que 7 tomes pour vous pouvoir apprécier une œuvre, je pense que je vais plus perdre que gagner dans cette histoire. Donc, à voir. Peut-être que je m'en prendrai encore 3, histoire de me faire un avis définitif. Mais normalement, pour moi, mon avis est déjà passé. Et je pense que ça va aller à la trappe, Awashi. Donc voilà, désolé pour les gens qui apprécient Awashi. Mais moi, j'ai pas été le public. En comparaison avec Blue Lock. Blue Lock, où je sais que j'avais... Attendez, hop. Blue Lock, je sais que j'avais dans les 3-4 premiers tomes. 3-4 premiers tomes, j'ai directement accroché. Bon, le premier tome, c'est normal, c'est un tome d'introduction et autres. Mais vraiment, dans les 3-4 premiers tomes, j'ai accroché. J'ai accroché à l'œuvre. Il y a même plein de fois quand j'ai fait des lectures, parce que je prenais des gros blocs des fois.
plein de fois où je finissais mon bloc de lecture, je me dis: «Non, il me faut le prochain. Il me faut le prochain» parce que je pouvais pas j'avais trop cette envie de connaître la suite et donc des fois, bah, oui, ça force la personne à aller acheter, la suite et autres. Donc ça, c'est pas quelque chose que pour l'instant bon, c'est peut-être un peu normal, mais c'est pas quelque chose que j'ai pour l'instant avec, Awashi. Mais je vais peut-être faire une vidéo comparative des 2, pas forcément pour, supérioriser, l'un et planter un peu l'autre, mais tout simplement pour faire un peu, les différences et les points communs qu'ils ont entre les 2 et travailler un peu plus sur le Awashi. Donc peut-être que ça me donnera l'occasion un petit peu d'avoir un peu plus de ces tomes-là, on va dire jusqu'au 10 pour avoir un appui plus ferme. La suite avec un bon gros classique, c'est tout simplement Elfen Lied. Elfen Lied, mesdames et messieurs, ça c'est du rétro, j'adore. J'adore. Je sais pas ce que j'ai depuis un moment, en fait, directement quand c'est du rétro, j'accroche vraiment. Je sais pas pourquoi. Et en plus, ce gros format là, comme je l'avais déjà dit avec Gantz, j'adore ce format là et vraiment, c'est trop stylé. C'est pas forcément le plus agréable quand tu veux lire parce que c'est un peu compliqué dans la main, mais en fait, c'est vraiment cool. J'ai vraiment apprécié. Donc Elfen Lied, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre en 2 temps. On va suivre premièrement, directement dès le début de l'histoire, on va suivre, un laboratoire secret sur une île et où là, les gens font des expériences. On va se rendre compte qu'en fait, l'expérience, c'est simplement, un être humain, de ce qu'on peut appeler un être humain. Cet être humain qui aura des capacités psychiques, je pense que c'est ça. Il y a un autre terme un peu plus poussé, c'est que là, je l'ai pas encore sur le bout de la langue, mais vous pouvez considérer ça comme un truc, des capacités psychiques. En fait, ce que ça va se passer, c'est qu'ils vont créer des bras un peu translucides et autres, et ces bras, c'est comme une extension de la personne, et en fait, la personne l'utilise un petit peu pour tuer des gens. Voilà. Donc cette expérience va tout simplement s'échapper du laboratoire et va se diriger, sur le continent d'une certaine manière, et là, va faire la rencontre de Kota et Yuka, qui sont 2 jeunes gens, donc un cousin-cousine, qui ne se sont plus vus depuis des années. Il y a aussi un petit fil rouge là-dessus, mais très léger. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont tout simplement prendre soin de cette personne-là, parce qu'en fait, cette créature, cette personne qui était des expériences pour les militaires, eh ben, tout simplement, elle ne sait plus rien dire, elle n'a plus de souvenirs, elle est limite amnésique, et elle sait dire que New. Donc, ils vont l'appeler New, et voilà, il y a une petite histoire qui va se faire. Sachez tout simplement qu'en fait, les militaires vont essayer de chasser cette New, et vous avez plus ou moins le fil rouge de l'histoire. Maintenant, je vais décortiquer un petit peu mon ressenti sur l'histoire. Donc, il faut savoir que, ouais, j'ai chié un petit peu sur Awashi, mais je suis peut-être un peu aigri sur plein de choses, mais en tout cas, faut savoir que j'ai bien aimé la lecture. Alors, je vous le dis tout de suite, même si ça peut paraître que je chie un peu sur Elfen Lied, j'ai vraiment bien aimé la lecture. Pas quelque chose que je vais relire, pas quelque chose que je vais mettre non plus dans mon top lecture, que je ferai peut-être une prochaine fois, ouais, j'avoue. Mais en tout cas, moi, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, c'est simplement parce qu'il y a un côté, je trouve, en fait, comme c'est rétro, des fois, les gens, ils se permettaient beaucoup de choses à l'époque. Et l'un des points négatifs là-dessus, c'est tout simplement la nudité pour ces personnages-là qui sont, pour moi, on dirait des gosses. Donc, peut-être des adolescents ou autres. C'est sûrement des adolescents, c'est pas des jeunes adultes, je suppose. Mais je trouve ça un peu cringe. Ok, il y a peut-être un petit peu de nudité, ça peut passer encore. Mais il y a des moments où en fait New, on ne sait pas pourquoi, je pense que c'est même pas expliqué si je me rappelle bien, si j'arrive à me rappeler bien, c'est même pas expliqué pourquoi forcément, mais elle a un côté très toucher les gens, toucher les seins des gens, Yuka et autres, où elle a envie qu'on la touche aussi, tu vois. Donc en fait, comment il s'appelle Merde, Kota. Donc elle a envie que Kota la touche. Donc vraiment, il y a des moments assez cringe. Je vais pas vous montrer. De toute façon, même si je vous le montre, je vais vous le flouter. Mais je trouve que c'est des moments assez répétitifs. Et à ce moment-là, je me dis, oh, rien que pour ça, franchement, je le conseillerais peut-être même pas, tu vois. Mais bon, à un certain moment, on arrive à passer outre parce qu'il n'y a pas toute l'histoire non plus. Je pense que c'est dans les deux premiers tomes, comme ça, 2-3 premiers tomes, peut-être à la limite. Et après, c'est parti. Donc, un peu, on voit un petit peu d'unité, mais après, c'est parti. Bien sûr, mis à part le fait des traits du dessin, qui, je trouve, sont un peu spéciaux. Là, je peux vous le montrer ça, mais c'est pas quelque chose que j'apprécie le plus possible. À la fin, on s'habitue totalement et il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, je trouve que c'est plus les visages des femmes. Là, je vais vous montrer le visage des hommes. Donc là, ça va encore. Je trouve que c'est totalement correct pour des dessins. Maintenant, je vais vous montrer un peu le visage des femmes. Enfin voilà, c'est un peu ce genre de dessin. Et encore, j'avais une page bien en tête, mais je la retrouve pas. Donc au pire, je vous mets de toute façon une image qui vient un petit peu illustrer les traits du dessin féminin, que je trouve que c'est un peu pas le point fort de l'œuvre. Je suis certain que c'est pas le point fort de l'œuvre et c'est peut-être pas ce que les gens penseront non plus de ça.
Mais comme je l'ai dit, ça vous laisse totalement la possibilité de lire et à un moment, ça ne freine plus du tout parce que vous êtes habitué à ça. Un point qui est aussi un petit peu dommage, je dirais, pas forcément un point négatif, mais un peu dommage, je trouve. Ça aurait été meilleur s'il ne faisait pas ça. C'est quand vous suivez l'histoire. D'ailleurs, il faut savoir que c'est pour public averti. Donc normalement, il est marqué juste ici quelque part. C'est pour public averti. Donc il y aura des morts et autres. Vous le savez directement quand vous connaissez l'histoire, il y a le carnage sur le laboratoire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les héros ou les personnages secondaires sont souvent confrontés à un moment de mort imminente. Et l'auteur, on ne sait pas pourquoi, il veut pas que ces gens meurent en fait. Donc en fait, quand vous pensez qu'il est mort, il va pas mourir. Quand vous voyez limite qu'il est mort, il réapparaît dans la page d'après pour on ne sait pas quelles circonstances il a survécu. Il y a vraiment des cas comme ça, vous allez voir, on va dire non, c'est pas possible, c'est bon, allez hop, à la poubelle, le corps il est niqué, et au final, non. Donc l'auteur, il veut pas que certains personnages meurent, et vous le sentez, et même je trouve que ça devient un peu pesant, parce que en fait, si tu veux aussi que tu t'attaches à des gens, ou que tu veux créer une bonne histoire que tu sens que ton lien a été créé avec le personnage, si tu le fais mourir, tu vas se sentir en mode, tu vas dire putain, c'est dommage qu'il est mort. Et là, en tout cas, je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont mourir, mais en tout cas, ils vont faire ça beaucoup de fois. Je dis pas une fois ou deux, ou trois au grand maximum, mais encore ça va devenir un peu pesant, mais là, ils vont faire quand même beaucoup de fois au fil de l'histoire, et j'ai trouvé ça un peu dommage là-dessus. Pour tout ce qui est au point de vue de l'histoire, moi, il y a un point qui m'a vraiment j'ai bien aimé. C'est pas très marqué, mais j'ai bien aimé. Tout simplement, en fait, que Elfenlied, il est un peu divisé en deux parties. En fait, il y a un événement qui va venir mettre fin à la première partie, et ça va commencer à une deuxième partie, mais il n'y a pas grand changement entre les deux. Et cet événement m'a fait beaucoup penser à Akira. Donc Akira, vous le savez, on commence avec Neo Tokyo. Vous allez suivre un petit peu l'histoire de... Je ne me rappelle plus du nom du mec d'Akira, désolé. Mais vous allez suivre son histoire un petit peu, qui va être mis un petit peu contre les militaires, d'ailleurs un petit peu comme cela, dans une histoire de militaire. Et il y a l'événement qui va se passer dans Akira qui va faire que Neo Tokyo et autres va complètement être rasé. Donc, et après, à ce niveau-là, vous allez avoir une mini-ellipse et vous allez suivre la continuité des choses pour certains personnages. Et dans celui-là, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, vers le tome 4, je pense, 4 ou 5, il y a un des militaires, un chef de la militaire qui est en projet de toutes les expériences un peu sur ces sujets-là, des sujets un peu comme New. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire une action qui va avoir des conséquences sur le milliard de gens, en fait, sur déjà une partie du Japon, et après, ce qui va devoir s'étendre avec le fil du temps, parce que c'est un effet de cause, en fait. Et ça m'a fait vraiment penser, je me suis dit, oh, là, on va voir enfin que ça fait un peu comme dans Akira, genre on va voir une deuxième étape un petit peu à l'histoire. Ça n'a pas trop été le cas, parce qu'il n'y a pas eu une énorme répercussion, c'est plus une répercussion sur le temps, et c'est des choses qu'on voit un petit peu vers la fin de l'histoire. Mais en soi, voilà, ça m'a fait bien penser à une autre œuvre, et en fait, ça a été bien amené, ce qui fait que j'ai eu un bon souvenir d'une autre œuvre. Donc voilà, en soi, les personnages sont aussi sympathiques, comme j'avais dit, comme la plupart des gens ne meurent pas, tu as le temps de les voir un petit peu sur tous les tomes. Mais sinon, c'est pas un point forcément négatif, c'est pas un point non plus positif, mais j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Est-ce que vous serez tenté par ça? C'est possible, n'hésitez pas à tester. En soi, c'est en 6 tomes, c'est complètement faisable. Moi, c'est assez rétro, c'est aussi pour ça que je me suis orienté là-dessus. Parce que comme je l'ai dit, j'aime beaucoup ces côtés rétro maintenant, je sais pas pourquoi. Mais voilà. Et voilà pour Elfenlied. Bon, jeunes gens, c'était tout pour cette vidéo-ci. Moi, c'est le premier bilan lecture, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte, peut-être que dans les prochaines fois, de travailler un peu mieux ça, de savoir un petit peu comment mieux le retourner. Et j'ai encore d'autres choses en préparation. J'ai un peu une vidéo un petit peu sur comment upgrade un petit peu les trucs de la Mangatech. Vous avez aussi, bien sûr, les achats manga qui sont déjà bientôt en préparation. Donc, de là, ce que je vois, c'est que j'ai un bon gros lot déjà de mangas qui sont assez suffisants pour vous les présenter. Donc, ce sera dans les 2 prochaines vidéos qui suivront. Sur ces beaux discours, messieurs, dames, une bonne journée à vous, une bonne soirée. Salut!